Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. La journée de l'arbre célébrée aujourd'hui à Fatick avec le président de la République, le baobab, arbre emblème du Sénégal, est à l'honneur. Dans ce journal, une large fenêtre sera ouverte sur le baobab et ses vertus, de même qu'un focus sera fait sur les arbres en voie de disparition. Rencontre presse-président de la République, c'était au cours d'un dogu hier au Palais. Sur l'invitation du président de la République, les journalistes ont échangé sur le développement du Sénégal avec le président Macky Sall. Notre rubrique quotidienne Ramadan nous amène sur le bateau Aline Sitoé Diatta, occasion de voir comment la rupture du jeûne se fait sur le bateau. Aujourd'hui, nuit du destin, Laylatul Qadr, les explications et le sens de cette nuit dans cette édition. Je vous le disais tantôt, le président de la République a rencontré hier la presse nationale au cours d'un dogu. C'était à la salle des banquets du Palais de la République. Un moment d'échange entre le chef de l'État et les journalistes. Les actions menées par l'État du Sénégal ont été évoquées par le président Macky Sall. Synthèse Hadikan Nongo. Les journalistes et acteurs culturels ont été invités par le président Macky Sall à venir partager le Ndogou, la rupture du jeûne avec lui. Des moments d'échange qui ont permis d'éclaircir beaucoup de zones d'ombre. En 15 mois, beaucoup de choses ont été faites, dira le président de la République. Nous avons en réalité beaucoup fait en 15 mois. Je voudrais rappeler la baisse sur l'impôt sur les salaires. Ça a été un renoncement de 29 milliards sur les recettes de l'État qui sont allés sur les revenus des salariés, et donc qui ont facilité la consommation. Cela s'est traduit, cette baisse sur l'impôt sur le revenu des salariés, par une augmentation naturellement des revenus. Nous avons mis en place depuis lors une véritable politique de contrôle des prix des denrées. Et lorsque j'entends encore des gens dire que rien n'a baissé, vraiment il y a problème. Nos efforts envers le monde rural ont été récompensés par une excellente campagne agricole 2012. Le paiement de la dette due au monde rural, paiement intégral, toutes les dettes antérieures. Et grâce à une bonne politique, les paysans ont pu vendre l'année dernière leur production à des prix aux producteurs rémunérateurs et jusque-là jamais atteints. Pour ce qui est de l'emploi, des actions ont été menées par le gouvernement pour réduire le taux de chômage. Dans le domaine de l'emploi, nous avons mis en place des fonds, signé des conventions avec nos partenaires qui nous font confiance plus que par le passé. Et les ressources mobilisées en 15 mois en témoignent. C'est plus de 1080 milliards de francs en termes de conventions de financement, au moment où, difficilement par an, on pouvait dépasser les 450-500 milliards. D'ici 2016, 508 mégawatts seront produits par une entreprise étrangère pour la fourniture d'électricité qui a connu une nette amélioration. Avec la confiance des partenaires, ce sont des sociétés privées qui ont signé et se sont engagées à produire d'ici 2016 508 mégawatts, ce qui est déjà quasiment le doublement des capacités de production de notre pays depuis que l'électricité existe au Sénégal. Et cette réforme est en cours, les contrats sont signés, et nous avons d'autres qui devront porter cette production à 800 mégawatts, soit quasiment 2 fois plus de capacité que ce que moi j'ai trouvé en venant au pouvoir le 25 mars dernier. Les procédures ne doivent pas être un obstacle à la réalisation des objectifs du gouvernement. C'est pourquoi dira le président Macky Sall qu'il faut mettre en place des mécanismes rapides pour faciliter la réalisation des projets de développement. Il faut qu'en même temps que nous pouvons mobiliser les financements avec nos partenaires de tous les jours, l'Union européenne, les États-Unis, la France, nos amis, que nous puissions aussi accéder à ces nouvelles ressources. Mais les dispositions du Code ne doivent pas être un frein. Mais là-dessus, il y a une concertation en vue pour
identifier les projets structurants majeurs qui peuvent bénéficier de ce type de financement. En ce moment, nous pourrons apporter les procédures adéquates pour que la réalisation de ces procédures puisse être faite dans les meilleurs délais. Le président, au cours de l'échange avec les journalistes, a évoqué le développement agricole. L'agriculture doit être modernisée, il faut agir sur le foncier et renouveler le capital semencier. Le monde rural a toujours souffert d'abandon et de négligence. Et depuis l'indépendance, les transferts d'argent public de l'État vers le monde rural ont été des transferts extrêmement faibles. Et nous avons pensé que cette population majoritaire, parce que malgré le développement de l'urbanisation, la population rurale reste encore plus importante, autour de 55% par rapport aux citadins. Alors que les transferts ont été extrêmement faibles, presque moins de 10% de ressources. Aujourd'hui, la tendance est d'inverser et de transférer le maximum de ressources possibles vers le monde rural pour accroître ses capacités de production. Cela se traduit concrètement par les politiques que nous avons mises en œuvre, qui ont pour nom, d'une part, les politiques d'équipement du monde rural, la modernisation des méthodes culturelles, la mécanisation. Sur ce chapitre particulier, vous savez que rien que l'année 2013, nous allons injecter 42 milliards de francs rien que pour acquérir 1000 tracteurs qui vont aller dans le monde rural. Je ne parle pas de ce qui a été mis cette année pour le matériel attelé, parce que la mécanisation aussi, il faut y aller graduellement et ne pas perdre de vue que l'agriculture familiale doit être soutenue en même temps qu'il faudrait développer une agriculture moderne, un agrobusiness, pour à la fois augmenter les productions, mais aussi augmenter les revenus des familles. La rencontre entre le président Macky Sall et les journalistes a permis d'aborder des sujets d'actualité et le chef de l'État a apporté des réponses précises à toutes les questions politiques, économiques et sociales qui lui ont été posées. L'édition de la Journée nationale de l'arbre cette année a été célébrée à Fatick où les populations ont réservé un accueil chaleureux au président de la République venu présider la cérémonie officielle et le lancement de la semaine de reboisement. Le thème de cette année est reboisement et sécurité alimentaire. Pour l'occasion, le chef d'État a lancé un appel aux Sénégalais à s'investir pour le reboisement afin de lutter contre la déforestation. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Je vous invite à présent d'aller à la découverte du baobab, encore appelé arbre bouteille. Il occupe une place importante dans la plupart des cultures africaines. Emblème du Sénégal et symbole de la puissance, le baobab est connu pour ses bienfaits nutritionnels. René Léon Fonseca. Il peut vivre plus de 2000 ans et peut atteindre jusqu'à 25 mètres de haut et plus de 12 mètres de circonférence. Son nom scientifique, l'Adasonia digitata, le baobab pour les non-initiés, Ougui en Wolof. Cet arbre a une allure caractéristique et occupe une place de choix dans la plupart des cultures africaines. Du point de vue culturel, c'est l'abri des génies. C'est pourquoi on n'abat pas gratuitement un baobab. Avant de le faire, il y a des préalables, il y a des charités à faire, il y a des sacrifices à faire. C'est pourquoi vous voyez des fois un baobab que l'on coupe et le laobé vous demande 500 000. Il y a ce qu'on appelle le guingewel. Le guingewel, dans la tradition sénégalaise, était utilisé pour inhumer les griots à l'époque. Le baobab, c'est toute une histoire, un arbre à usage multiple. Certains le surnomment d'ailleurs l'arbre de la vie, l'arbre pharmacien. Les fruits du baobab, comme vous le savez, ça se mange. Aussi bien le fruit avec cette matière blanche qu'on utilise pour faire du lard, de la bouillie de mil, que la graine marron qu'on appelle gif en wolof. Eh bien, cette graine donne de l'huile et cette huile est utilisée pour les soins corporels. Et c'est cet arbre puissant qui est l'un des emblèmes de notre pays, tout en symbole. C'est l'emblème de notre pays. C'est un arbre utile de la base jusqu'au sommet.
C'est donc un arbre qu'il faut protéger culturellement parce que c'est l'emblème de notre pays. Au Sénégal, plusieurs localités portent le nom Gouy, Gouy Bin à Touba, Gouy Sédélé à Saint-Louis ou Sika Baobab à Dakar entre autres. Aujourd'hui, le baobab est menacé par le fort développement de l'urbanisation. Depuis des millénaires, les hommes connaissent les vertus médicinales des plantes. Des maladies comme le paludisme, les dermatoses, le diabète et le cancer peuvent être soignés grâce aux phytothérapeutes et herboristes. Ces derniers rencontrent tout de même des difficultés. Ils travaillent dans la clandestinité. Pire, certaines espèces végétales qui s'avèrent être leur matière première dans le traitement de certaines maladies sont aujourd'hui en voie de disparition. Fatou Diouf. Marchitilène, couloir des herboristes. Ici, personne ne doute du pouvoir guérisseur des plantes. Qu'il soit l'écorce, la feuille, la racine ou la tige, les vertus médicinales des plantes sont certifiées. Problème de diabète, tension, estomac, fatigue, arthrose, hernie, problème de rhumatisme, genre quoi. Une bonne tableau bidal, une traité là. Again aussi une bindou. Nous avons l'onguère, le khassum loro, le rat, bref, nous avons beaucoup de plantes médicinales qui sont très connues par les gens. Dans ces cantines, des piles de produits thérapeutiques, des centaines d'espèces conditionnées. Herboristes et tradipraticiens par moment, les vendeurs donnent aussi les indications et la posologie. Nous faisons les deux, vendre et prescrire. Par exemple, ce médicament est efficace contre le syphilis. Cet autre est utilisé contre la fatigue et les maux de ventre. Que ce soit la poudre, les feuilles ou les écorces, nous expliquons les usages. Nous avons ici des plantes contre l'hémorroïde, d'autres contre la syphilis ou la tension artérielle. C'est des plantes très prisées. Pour avoir le cœur net sur les vertus thérapeutiques des plantes, nous avons fait un tour au cabinet de Kaoussou Sambou. On dit l'arbre en wolof, garab. L'arbre, garab, ça veut dire médicament. Le médicament de l'homme, c'est l'homme. Mais le médicament de l'homme aussi, c'est l'arbre. D'où la puissance de l'arbre et l'efficacité de son action contre les maladies. Et les arthroses, les rhumatismes, les polyarthrites rhumatoïdes, la goutte, n'est-ce pas, les lupus, et ce sont les maladies les plus courantes, suivies des maladies dermatologiques. Et à partir des plantes, on arrive à les soigner définitivement. Il y a une plante qui aide à la prévention de cette maladie qui est ce qu'on appelle le Cassia occidentalis, qui aujourd'hui, si vous le prenez quelques jours avant la saison des pluies, vous échappez au paludisme. Mais encore faudrait-il que ces plantes soient conservées dans les conditions idoines de température et d'humidité. Chaque tradipraticien y va de son expérience personnelle. C'est la meilleure manière de conserver les plantes. Il ne faut jamais les mettre dans des sachets. Il faut les laisser à l'air libre. Moi, je limite le stock pour ne pas garder trop longtemps les plantes ici. Elles peuvent pourrir. Les racines, ce que en fin saison sèche, là où le sol n'est plus humide. Quand vous cherchez cette plante, ces racines-là, vers la fin de la saison sèche, là, le sol est vraiment sec. Et là, vous avez le maximum de composants chimiques dans la plante. Mais si c'est les feuilles annuelles, on les cherche souvent le matin. Vers 10h, 11h, là où le soleil commence à acquis, avec l'humidité commence à sortir des feuilles. Et maintenant, là, vous avez un bon pourcentage d'éléments minéraux. Maintenant, pour ce qui est du stockage, du séchage, les racines, on les sèche en plein soleil. Donc, il faut une forte chaleur pour sécher ces racines-là. Les feuilles doivent être séchées à l'ombre. Le mal qui guette le plus le métier de tradipraticien est la disparition de certaines espèces végétales. C'est le cas dans la sous-région, frappée par la sécheresse et la déforestation. Il y a des arbres qu'on ne retrouve plus, d'autres sont en voie de disparition. Tout ça, c'est lié à l'action de l'homme. Il faut donc agir vite
et les professionnels des plantes préconisent l'éducation des usagers, bref, du grand public. Le seul baobab qu'on écorce, il ne meurt pas. Mais tous les autres arbres, si tu veux les tuer, il faut enlever l'écorce qui entoure le tronc. Tu verras, d'ici 3 mois, 6 mois, il n'y aura plus de feuilles. Il faut savoir récolter les plantes et respecter aussi la vie des plantes. Et nous, les tradipraticiens aussi, il ne faut pas qu'on se contente seulement d'acheter des machins. Il faut quand même qu'on éduque ceux qui vont les chercher. La médecine traditionnelle, un secteur qui évolue dans la clandestinité. Une reconnaissance juridique, c'est tout ce que les acteurs demandent afin de pouvoir offrir aux malades des soins basés sur le savoir local. Il faut protéger le baobab qui, avec le lion, est un des emblèmes du Sénégal. À Thiès, justement, l'association pour la protection des animaux et de l'environnement est déjà engagée dans la lutte. Mais avec la modicité des moyens dont disposent ses membres et le manque de coopération des populations, la tâche est ardue. Surtout que parallèlement à ce combat, l'association cherche aussi à sauvegarder le Kaye Cedra, l'arbre symbole de la ville de Thiès. Le dossier de cette édition est signé Oumidor. Thiès, c'est de gare, sa mythique place de France, rebaptisée Promenade des Thiessois, et surtout ses larges avenues bordées de majestueux Kaye Cedra. Le Kaye Cedra pour la ville de Thiès, c'est un symbole historique. C'est l'harmonie de la ville. Je suis né à Thiès, résidé à Thiès, j'ai trouvé le Kaye Cedra comme ça. En plus de donner une allure à nul autre pareil à Thiès, le Kaye Cedra cache d'innombrables bienfaits, prouvés ou tout simplement supposés. À mon âge, si j'ai pu atteindre 70 ans, c'est grâce au Kaye Cedra, car en plus de son ombrage, il soigne plein de choses. En matière de pharmacopée, le Kaye Cedra est très utilisé par les populations. Il y a des recherches qui se font aussi pour l'utilisation pharmaceutique. Le Kaye Cedra aussi est utilisé comme bois d'œuvre. On l'appelle communément le bois d'acajou, le bois rouge. Le Kaye Cedra, ou Raya sénégalensis de son nom scientifique, a été planté dans de nombreuses villes du Sénégal par l'administration coloniale. L'espèce, qui peut atteindre 30 mètres de haut, a commencé à border les artères de la cité du Rail au milieu des années 30. Ces arbres ont donc pour la plupart près de 80 ans, mais ceux qui sont morts sous la pression humaine, le vieillissement ou les effets climatiques n'ont malheureusement pas été remplacés. Exemple avec la rue Lamine Gueye, surnommée rue sans soleil par les Thiessois. C'était une rue vraiment qui avait l'ombrage vraiment exceptionnel. Parce que les arbres ont été reliés en haut. Tu ne vois même pas du soleil. À l'heure actuelle, cette rue-là ne répond plus à son nom parce qu'on a coupé les arbres. Face à la disparition programmée des Kaye Cedra de certaines rues de Thiès, Maïssa Mbaye a donc décidé d'agir en replantant. Avec quelques amis, il a repris en main en 2010 l'ASPAE, l'association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement. Leur engagement bénévole est accueilli avec empressement par les responsables de la pépinière de Diakhao, qui avaient un peu l'impression de prêcher dans le désert. On a déjà fait initier un programme pareil en 1999, surtout vers l'avenue du Camp et certaines artères de la ville de Thiès. Mais il y avait un manque de suivi après, parce que la population n'était pas très impliquée. Et malheureusement à Thiès, certaines pratiques ont la peau dure. Les gens volent les grillages qui entourent les jeunes pousses. Parfois, ils arrachent carrément la plante. Ceci n'est pas normal. On fait de notre mieux pour protéger notre environnement. Mais vraiment, les populations ne nous aident pas. Le combat pour la sauvegarde du Kaye Cedra est donc loin d'être gagné à Thiès, mais l'ASPAE a déjà ouvert un autre front. Aux abords de la base militaire de Thiès, une nouvelle cité est en train de sortir de terre. Pour faire place à 260 villas, des dizaines de baobabs ont été terrassés sur 3 hectares. Et les gens ont besoin de logements pour vivre, des maisons. Mais on a aussi besoin de l'environnement pour vivre, pour respirer l'air pur. Je me sens triste. Je me sens mal. Franchement, je me sens très mal. Pourtant, le code forestier sénégalais est clair en matière de défrichement. Dans le cas des lotissements, la loi t'oblige à laisser 20 pieds à l'hectare. Si peut-être, vu le contexte du lotissement, vous ne pouvez pas mettre les 20 pieds à l'hectare, vous êtes tenu de faire ce qu'on appelle un reboisement périmétral. Donc tout le long du périmètre de la parcelle, vous faites des reboisements. Et même à l'intérieur,
il est tenu de mettre des besoins. Mais heureusement à Thiès, on tient aussi au baobab. À un baobab en particulier, celui du lycée Malixi. Ce baobab constitue quand même l'emblème du lycée Malixi. C'est ce qui donne quand même un caractère tout à fait majestueux à l'emplacement du lycée Malixi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du lycée Malixi sans faire allusion à ce baobab. Les membres de l'ASPAE comptent ainsi faire de ce baobab leur emblème pour allier les Thiessois et les pouvoirs publics à leur cause. L'État, ce qu'on leur demande, c'est de nous aider, afin de préserver ces baobabs que nous avons. Ce sont nos acquis, c'est ce que nous avons. Si le baobab disparaît, il y a toute notre culture qui disparaît. Le combat pour la sauvegarde du baobab, emblème du Sénégal, n'est pas une mince affaire. Les membres de l'Association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement en sont conscients. Et en attendant de trouver plus d'alliés, ils ont un peu l'impression de mener un combat à main nue face au bulldozer. Je vous le disais tantôt dans les titres de ce journal, l'édition de la Journée nationale de l'arbre a été célébrée cette année à Fatick où les populations ont réservé un accueil chaleureux au président de la République venu présider la cérémonie officielle et le lancement de la semaine de reboisement. Le thème de cette année est reboisement et sécurité alimentaire. Pour l'occasion, le chef d'État a lancé un appel aux Sénégalais à s'investir pour le reboisement afin de lutter contre la déforestation. Hadikan Nongo. Pour donner l'exemple, le chef de l'État a planté son arbre. Il s'agit du baobab qui est choisi comme parrain pour la célébration de la journée de l'arbre. Cet arbre est l'emblème national du Sénégal. Instituée depuis 1983, la journée nationale de l'arbre a pour objectif de sensibiliser les populations sur les bienfaits de l'arbre et son utilité dans la vie de chaque homme. L'occasion nous est ainsi donnée de sensibiliser les populations sur l'importance de l'arbre et de les inviter à la plantation, mais surtout à l'entretien des arbres afin de contribuer efficacement à la lutte contre la désertification et les changements climatiques. La cérémonie de ce matin revêt un caractère particulier du fait de la combinaison de deux événements. D'une part, la cérémonie officielle de la journée de l'arbre présidée par son Excellence le Président de la République, et d'autre part le reboisement du nouveau boulevard par un alignement de près de 300 cocotiers. La préservation de l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'on ne saurait parler d'environnement sans faire référence à l'arbre, du fait des nombreux services qu'il rend à l'humanité et à la planète tout entière. L'inquiétude générale règne face au déboisement et le seul moyen de régénérer la forêt est le reboisement, ce qui fait dire au président Macky Sall qu'il faut une adhésion totale de la population qui en fait son affaire en plantant des arbres et en les accompagnant. Notre rencontre d'aujourd'hui se tient à un moment où partout, à travers le monde, l'inquiétude générale règne face au déboisement et à la dégradation des forêts. C'est à cet égard qu'il est bon de noter et de faire prendre conscience que les arbres et les forêts sont peut-être encore plus importants dans nos pays soudano-sahéliens qu'ailleurs. Les ressources forestières demeurent donc un important facteur de développement socio-économique et tout particulièrement de développement rural. Sous ce rapport, nous devons nous engager à reconstituer la couverture végétale de notre pays par le reboisement et la gestion soutenue des fonctions multiples des arbres et des forêts, et cela grâce à des actions concertées en parfaite cohérence avec la politique nationale d'aménagement du territoire. Sur ce point, je voudrais saluer et encourager les nombreuses initiatives prises par les collectivités locales depuis la mise en application de la loi portant transfert de compétences aux régions
aux communes et aux communautés rurales pour mieux asseoir une gestion durable et participative des ressources naturelles et de l'environnement. Je saurais compter sur l'engagement et la détermination de tous les Sénégalais à s'investir avec un esprit citoyen au reboisement et à la plantation. Des programmes de protection seront bientôt mis en œuvre par le gouvernement pour le reboisement. La Journée nationale de l'arbre consacre aussi le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2013-2014. C'est ainsi donc la large fenêtre consacrée à la Journée nationale de l'arbre avec le baobab, emblème du Sénégal, qui est à l'honneur. Plus de 30 millions, c'est le revenu net tiré lors d'une campagne par les agriculteurs de la ferme agricole moderne de Keur Momar Sarr, c'est dans la région de Louga. Ceci, bien entendu, en attendant la fin des 2 autres campagnes. L'annonce est des responsables de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA. C'est à l'occasion de la visite hier du Premier ministre Abdoul Mbaye sur ce périmètre. Moussa Mané. Située dans la communauté rurale de Keur Momar Sarr, la ferme agricole moderne s'étend sur quelques 100 hectares. Ici, l'agriculture repose sur un système d'irrigation de goutte à goutte sur 80 hectares et 20 autres hectares sont sous aspersion. Avec un équipement de 6 électropompes d'une capacité de pompage de 500 m3/h sur le chenal creusé non loin du lac de Guerre. Quelques 160 jeunes, dont 66 femmes, y travaillent en permanence. Ils ont démarré leur première campagne d'initiation, une campagne test pendant la saison froide qui leur a permis d'avoir un revenu net de plus de 30 millions. Là, ils sont dans le déroulement de leur deuxième campagne avec de la pastèque, de l'aubergine, du piment, du gombo, mais surtout aussi de la papaye. Et ils vont rajouter 20 hectares de maïs. D'une situation d'exploitation pluviale, aujourd'hui ils sont passés à un système d'irrigation moderne avec la maîtrise de l'eau. Ils font de la diversification agricole 12 mois sur 12 avec des produits locaux destinés au marché intérieur et à l'exportation. En plus de ces cultures, de la matière première sera produite ici. C'est le cas du latex, c'est-à-dire de la sève produite par la papaye. 54 000 plants de papaye sont implantés pour les besoins. C'est un produit utilisé pour l'industrie chimique, notamment pour la parfumerie et la médecine. C'est des plantes qui peuvent donner 50 grammes par pied. Avec la densité que nous avons ici, 54 000 plants par hectare, nous attendons une production de 2,7 tonnes par pied, rapporté à l'hectare, qui a la superficie de 30 hectares que nous avons ici. Nous attendons une production de 81 tonnes par mois. Si vous rapportez ça à 18 mois, on nous retrouvera avec environ 1458 tonnes de latex. Et 1458 tonnes de latex valorisées à raison de 300 francs le kilo. On s'attend pour chaque mois un revenu net de 24 300 ici au niveau de la ferme. Le Premier ministre a salué l'engagement des jeunes qui ont compris que le Sénégal ne peut se développer que grâce à des initiatives pareilles. On attend de l'agriculture non seulement le développement de l'emploi, mais également la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le Sénégal reste aujourd'hui un pays pauvre, c'est ce dont on a hérité. Il faut faire reculer cette pauvreté et pour la faire reculer, il faut d'abord la faire reculer dans les zones les plus pauvres et les zones les plus pauvres sont les zones rurales. Comment le faire? En y développant une agriculture capable de créer du revenu. Dans cette ferme agricole moderne, on trouve aussi de jeunes diplômés de l'université Cheikh Anta Diop en agro-ressources végétales et en économie rurale. Visiblement ému par le choix de ces derniers, le Premier ministre a affirmé qu'une attention particulière leur sera accordée. Conscient des défis de l'agriculture pour l'Afrique de manière générale et le Sénégal en particulier. Alors nous nous sommes dit que nous allons former une association, essayer de descendre sur le terrain, essayer de relever les défis concernant du point de vue de l'alimentation et de résoudre le problème de l'emploi. Bon, moi, je me suis engagée dans le cadre de l'agriculture, étant étudiante scientifique de la faculté des sciences et techniques, pour le développement surtout du milieu rural. Sentant l'intérêt qui se trouvait derrière le programme de l'ANIDA et faisant la relation entre le programme de l'ANIDA et d'autres projets comme celui de SIPA, j'ai indiqué qu'il fallait désormais
appeler ces fermes les fermes des pionniers du développement. Les populations ont profité de la venue de plusieurs ministres pour poser des doléances. Entre autres soucis, l'alimentation en eau des villages environnants du lac de Guerre pour les ménages et le bétail. Des préoccupations qui seront bientôt de mauvais souvenirs grâce à un programme d'alimentation de 100 villages, initié par l'Office du lac de Guerre. Ceci dès 2014. À présent, nous ouvrons la rubrique quotidienne Ramadan. Nuit d'action de grâce, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr est célébrée ce soir. Une occasion pour les fidèles musulmans d'implorer le pardon d'Allah sans explication avec Aïssatou François Sek. La nuit de la destinée ou Laylatul Qadr, une nuit très importante pour les musulmans. Elle vaut 83 ans de prière. Il ne faut pas la rater sur le calendrier. Elle se situe dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Si par la grâce de Dieu, le fidèle musulman accomplit les recommandations de la nuit du Laylatul Qadr, il recevra un retour des grâces qui valent celles de 83 ans. Selon les Écritures saintes, la révélation coranique a été faite en cette nuit particulière, considérée comme la meilleure de toutes. C'est une nuit très bénie parce que c'est cette nuit qu'on a transmis le Saint-Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète avait suggéré à Aïcha de réciter durant toute la nuit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni, ou bien Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Si certains la célèbrent au cours de la 27e nuit, c'est qu'ils fondent leur choix sur une base chiffrée savante. Laylatul Qadr, composé de 9 lettres, apparaît 3 fois dans la sourate Qadr. Nous avons grand espoir que le Laylatul Qadr est célébré la 27e nuit. Pendant la nuit de la destinée, il est recommandé de multiplier les actes de piété. Les musulmans sont invités à la prière et au recueillement, une manière de perpétuer les recommandations du prophète de l'islam à son épouse Aïcha. C'est important de faire le salatul tasbih durant la nuit de Laylatul Qadr. Vous faites Allahu Akbar, vous dites Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar 10 fois. Après, vous récitez la sourate Fatiha et puis une autre sourate, soit l'Ikhlas ou Sabbih isma rabbika ou Yusabbihu lillahi. Pour faire les 4 rakas, c'est 300. 300, vous le faites. Le prophète a dit, tous les péchés que vous avez commis durant votre naissance jusqu'à présent et même jusqu'à votre mort, Dieu vous pardonnera tout. L'adoration en cette unique nuit vaut celle de 1000 mois. 1000 mois, autant dire que c'est plus qu'une vie. Pouvoir en une seule nuit récolter l'équivalent d'autant de bienfaits traduit toute la miséricorde divine envers les croyants. Laylatul Qadr, la nuit qui vaut 1000 mois. Si le Coran dispense les voyageurs du jeûne, certains préfèrent observer ce pilier de l'islam. C'est le cas de ces nombreux Sénégalais trouvés à bord du bateau Aline Sitoé Diatta, un navire qui a apporté des aménagements sur les horaires de ses restaurants pour satisfaire les voyageurs. Rupture du jeûne à bord du bateau avec Bachirba et Abasso. Aline Sitoé Diatta, aucun changement visible, seulement nous sommes au mois de Ramadan. L'embarquement s'est fait avant la rupture du jeûne, donc il faudra attendre avant de manger. Cet appel à la prière, l'instant tant attendu, un moment de délivrance pour les jeûneurs, c'est la ruée vers les mets. Dates, boissons chaudes ou fraîches, chacun selon ses goûts, le personnel
est bien loti. Autre espace, autre décor. À la terrasse, on vit une ambiance familiale. Comme chez moi, j'ai pris mon café au lait et un sandwich. L'heure du Ndogu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se rappelle de pas mal de trucs. Tu te réveilles du matin au soir, tu manges pas, tu bois pas. Et là, tout d'un coup, tu commences à boire, tu commences à manger, impec, soulagé. Les dates sont distribuées gratuitement, mais pour le reste, il faut débourser si l'on n'a pas embarqué avec ses provisions. C'est la première fois que je voyage à bord de ce bateau, mais ça va très bien. Je suis venu avec tout ce dont j'ai besoin. C'est comme si on était chez nous, comme je suis avec mes frères et mes cousins, donc là je suis à l'aise, quoi, tranquille. Mais à part qu'ici, il y a le café qui est très cher. Et quelqu'un qui vient jusqu'à cette heure-ci, il doit boire du café chaud. Il y a des gens qui n'ont pas le moyen pour acheter du café, car c'est très cher. Heureusement que la teranga sénégalaise est une réalité. Sans cela, il serait difficile pour certains de s'en sortir. La teranga sénégalaise dont on parle tant est une réalité. Il se vit même dans le bateau. Ici, la solidarité est entièrement vécue. À bord, tous les coins et recoins sont occupés. La mosquée aménagée est prise d'assaut. Pour ce mois béni, l'équipage a modifié les horaires du restaurant. Ils ouvrent le matin beaucoup plus tôt que d'habitude pour permettre aux passagers qui le désirent de prendre le petit déjeuner très tôt et de démarrer le ramadan. La gratuité pour une bonne partie de nos clients, ceux qui sont dans les cabines à 4 ou à 2, ils ont leur petit déjeuner gratuitement. Ceux qui sont dans les cabines à 8 et les fauteuils, ils payent 2000 francs. Pour différence, quoi. Il n'y a pas de différence entre le bateau et la maison en matière de service. Quand nous venons, tout est en place. Nous nous levons à 5 heures pour pouvoir prendre le sahour. Avant 6 heures, tout le monde a terminé. Le personnel livre un service impeccable. Le menu semble consistant. Il y a une boisson chaude, un jus, du pain, de la marmelade, du chocolat tartiné et du beurre. L'ambiance à bord durant le mois de Ramadan est certes différente de celle en dehors du mois de jeûne. Des changements qui n'affectent guère le trajet. Les heures de départ et d'arrivée n'ont pas changé. Dans la nuit, quelque part dans l'océan, le bateau Aline Sitoé Diatta se ferait un chemin à travers les eaux, destination Ziguinchor. Les habitudes varient d'une communauté à l'autre et durant le mois béni de Ramadan, cette règle s'applique également chez les Turcs. Par exemple, le Ramadan est un mois où les femmes se consacrent à la révision complète du Coran avec leurs enfants. Pour la rupture, il y a la soupe chorba ainsi que d'autres plats avec beaucoup de légumes, de la viande hachée et du riz qui sont servis. À la découverte du Ramadan dans une famille turque dans ce reportage signé Ourey Thiam. Le Ramadan chez les Turcs, c'est d'abord une affaire de grandes retrouvailles en famille et entre amis surtout. Les invitations se multiplient et la solidarité s'intensifie et se renforce au sein de cette communauté. Et nous essayons de ne pas faire comme manger seul. Toujours nous essayons d'inviter les amis, nos amis ou bien nos voisins. Même s'il n'y a pas quelqu'un à côté, on essaie de tourner entre nous quand même, minimum. Et durant ce mois béni de Ramadan, les femmes qui exercent une activité professionnelle prennent pour la plupart leur congé afin de revisiter le Coran avec leurs enfants à la maison. Ensemble, on fait quelque chose pour apprendre le Coran. Elle apprend beaucoup aux enfants. Par exemple, elle lit 20 pages par jour. Après cette séance de récitation du Coran, les préparatifs pour la rupture démarrent. Les membres de la famille se retrouvent dans la cuisine qui devient la pièce la plus animée de la maison parce que les mets à servir sont nombreux. Ces lentilles rouges, par exemple, vont donner la chorba, la soupe turque qui va trôner majestueusement sur la table à côté de la mante qui est un mélange de yaourt, de boulettes de viande hachée et de farine.
À la rupture, après la date, pas de café, mais de la soupe de lentilles et de la menthe. Après la prière, on s'attaque au plat principal. Pour le reste, si vous n'aimez pas les légumes, particulièrement les aubergines, vous ne pourrez pas savourer le succulent plat turc. Les aubergines sont dans toutes les assiettes et sous toutes ses formes, frites avec de la pomme de terre, de la carotte et d'autres légumes, fourrées avec du riz et de la viande hachée. Non, ça c'est aubergine. Ça c'est fait de raisin. Dedans, il y a du viande et du riz. Là, celui-là aussi la même chose. Il y a du riz et du viande. Et celui-là, poivron. C'est aussi, il y a des choses du riz et du viande. Et pommes de terre, c'est beaucoup fréquent. Et encore quoi, et aubergine. C'est les Turcs qui ne laissent jamais aubergine. Les tomates, ils ne laissent jamais. En fait, en général, c'est des légumes, je peux dire. Le riz est très prisé chez les Turcs, tout comme les beignets de blé avec de la viande, sans oublier le célèbre kebab ou kafteux. Le thé turc et les gâteaux fourrés aux noisettes et aux céréales viennent boucler la boucle du ndogu chez les Turcs. Pour ce qui est des traditions durant ce ramadan chez les Turcs, la nuit, les réveilleurs animent la rue comme cela se fait chez nous pour réveiller les jeûneurs pour le khud ou repas du matin. Et les enfants turcs sont également initiés très tôt à l'observation de la pratique du jeûne. Une information triste que nous venons de recevoir avec ce message de condoléances du chef de l'État, décès de l'adjudant de gendarmerie Bouboussi. L'adjudant de gendarmerie Bouboussi, membre de la garde présidentielle, est décédé cet après-midi du dimanche 4 août 2013 dans un accident de la route au retour d'une mission à Fatick. L'adjudant de gendarmerie Bouboussi était un agent dévoué à la protection rapprochée du chef de l'État. Le président Macky Sall, sa famille et l'ensemble de ses collaborateurs présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances. Que Dieu l'accueille en son paradis. Amen. Actualité hors de nos frontières. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a été déclaré vainqueur des élections présidentielles. Il est crédité de 61% des voix. Son parti, la ZANU-PF, obtient aussi la majorité qualifiée des 2/3 à l'Assemblée nationale. Le parti du Premier ministre Morgan Tsvangirai, qui n'est crédité que de 34% des suffrages, crie à la fraude. Les jeunes partisans de Robert Mugabe exultent et célèbrent symboliquement l'enterrement de l'opposition. Certains n'étaient même pas encore nés quand le président zimbabwéen a pris le pouvoir il y a 33 ans. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Leur leader, âgé de 89 ans, rempile pour un nouveau mandat. C'est officiel. Mugabe Robert Gabriel du parti ZANU-PF est dûment élu président de la République du Zimbabwe. Cela prend effet aujourd'hui. À la présidentielle, Robert Mugabe totalise 61% des voix. Aux législatives, son parti ZANU-PF rafle les 2/3 des sièges du Parlement. Une victoire haut la main obtenue dès le premier tour. Dans les rues de la capitale, Harare, les réactions ne manquent pas. Pour moi, les résultats de l'élection sont justes. Tout a été très pacifique. Ces résultats sont très choquants. C'est totalement inattendu. Dans le camp de Morgan Tsvangirai, on s'étonne aussi et on s'indigne surtout. Le candidat battu arrive bien loin derrière Robert Mugabe avec 34% des suffrages. Il ne reconnaît pas les résultats et entend les contester par tous les moyens légaux. Cette élection frauduleuse et volée plonge le Zimbabwe dans une crise constitutionnelle, politique et économique. L'Union européenne, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne ont dénoncé le manque de crédibilité de ces résultats. Malgré de sérieux doutes sur l'honnêteté de ces élections, Robert Mugabe a reçu l'aval des observateurs africains. Le président sud-africain Jacob Zuma l'a déjà félicité. Depuis 24 jours, les températures flirtent avec les 40 degrés. Et pour trouver un peu de fraîcheur, chacun a sa technique. Certains vont au parc, d'autres se ruent dans les piscines publiques. Des bassins, vous allez le voir, qui affichent complet.